Au vu des raisons de leur départ et des conditions de vie durant le parcours migratoire, leur exil est source de multiples traumas et les place en situation de grande précarité sociale qui n'est pas sans effet sur leur santé à la fois physique et psychique. Chercheurs et praticiens s'accordent à dire que ce public présente une symptomatologie post-traumatique prégnante. Donc, il y a une récente revue de littérature de Brandford en 2021 qui démontre que ces adolescents ont vécu des traumatismes psychiques au cours de leur parcours, pré, per et post-migratoire. Ils présentent le plus souvent une symptomatologie dépressive et anxieuse. Donc, à chaque fois, je ne vais pas reciter, mais vous avez toutes les études sur lesquelles je me suis appuyée pour décrire tout ça. Il y a aussi de l'anxiété sociale. Ils peuvent présenter également un état de stress post-traumatique, ainsi que des troubles émotionnels et des troubles du comportement. Et donc, du coup, forcément, ça a des conséquences sur la qualité de vie et le bien-être de ces adolescents. L'accumulation des pertes matérielles et symboliques, telles que aussi la patrie, la maison, les pertes des figures parentales, ça les plonge vraiment dans un vide de codes sociaux. L'accueil et l'accompagnement des MNA en France est un sujet qui est soumis à beaucoup d'intox, qui est aussi très politisé. Il se situe à la croisée des politiques d'immigration et des politiques de protection de l'enfance. Et les textes de loi prévoient quand même une protection obligatoire pour les MNA. Donc cette mission, ça relève des conseils départementaux et c'est via tous les dispositifs de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. Donc cela assure l'accueil, l'évaluation et la prise en charge. Après, ne nous méprenons pas, parce que comme l'indique Crombé en 2019, soupçon, dissuasion et discrimination restent bien souvent au cœur des procédures d'accueil. Ils vivent une véritable odyssée administrative. Je ne sais pas si vous en avez réellement conscience ou entendu parler. Cela commence par la consultation du fichier AEM et du fichier Visiabio. C'est on va dire des données qui sont enregistrées numériquement. Ils ont aussi un entretien d'évaluation avec des agents dans le social, des investigations complémentaires, l'avis de la police aux frontières sur leurs documents originaux. Il peut y avoir aussi souvent des tests d'âge osseux qui sont pratiqués pour déterminer leur âge. Bon, cela finirait presque par la régularisation administrative temporaire, c'est-à-dire la demande de titre de séjour ou encore la demande d'asile. Ainsi, si on se passe du côté du vécu de ces sujets, on peut voir que le trauma ne s'arrête pas au passage de frontières. Les facettes traumatiques détaillées précédemment sont ravivées par les conditions d'accueil. Un accueil qui est marqué par un paradoxe, qui est pointé du doigt par Gauthier et Bègue, que moi je résume par « Tu peux rester, mais prépare-toi à partir ». Au niveau des institutions, une fois qu'ils ont réussi à passer finalement toute cette odyssée, les institutions qui les accueillent essayent de les accompagner sur différents aspects, à savoir sanitaire, juridique, administratif et sur le plan éducatif. Au vu des difficultés que j'ai détaillées précédemment, on pourrait croire qu'un accompagnement psychologique devrait faire partie de l'accompagnement proposé, mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'il est proposé, le temps de prise en charge psychique est trop souvent réduit à quelques heures symboliques. Ainsi, si les praticiens sont en poste, ils sont confrontés à différents écueils qui ont tendance aussi à limiter leur pratique. Pardon, c'était celui-ci, du coup. Au niveau des écueils de la pratique, principalement, on va avoir directement, ça va être limité par la langue, en fait, qui parle une autre langue. Le plus évident, c'est celui-ci. Ensuite, ils ont aussi leur propre représentation du psychologue. Ils peuvent avoir de fausses idées. Donc, par exemple, moi, j'entends souvent mais non, je ne viens pas te voir, le psychologue, c'est pour les fous. Ou bien, ils pensent qu'on peut être des guérisseurs miraculeux. Il y a aussi régulièrement des jeunes en fait, qui n'ont pas forcément de demande réelle de soutien qui nous proviennent de leur part. Aussi, je rencontre qui sont très méfiants envers le psychologue, qui est un adulte. Et il y a certaines études qui ont pu montrer en fait, que les événements traumatisants vécus lors du parcours migratoire sont souvent perpétués justement par des adultes. Donc, du coup, ça peut être dû aussi à cette méfiance à cela. Le fait aussi que dans certaines cultures, la norme, c'est d'essayer d'oublier les événements traumatiques plutôt que de parler, ou le fait que certains vont éviter d'exprimer, on va dire, leur tristesse ou ce qui les dérange en fait dans leur arrivée, en raison de la peur de compromettre leur demande de régularisation. Du coup, concrètement, dans tout ça, on se demande quel accompagnement psychologique, finalement, quel dispositif psychothérapeutique on peut leur proposer.
Alors, il y a une récente revue de littérature d'Amazur en 2018 et ses collaborateurs qui recensent seulement, j'ai envie de dire, 17 études qui évaluent en fait un dispositif ou en tout cas une psychothérapie sur la prise en charge psychologique de ces mineurs non accompagnés. Alors, on y retrouve principalement des thérapies cognitivo-comportementales, des thérapies orientées par l'approche systémique, par l'approche transculturelle et des thérapies axées aussi sur le traitement du traumatisme. Cependant, au vu des difficultés présentées par les MNA, on peut voir qu'en fait, un seul cadre de référence, ça semble assez insuffisant pour penser les interventions thérapeutiques. Et il y a certaines études qui ont choisi de proposer une psychothérapie sur une approche dite multimodale, qui combine l'art-thérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, une approche systémique, transculturelle, psychosociale et encore psychodynamique. La majorité des études donc, qui sont recensées dans la revue de littérature ont une approche à la fois multimodale ou transculturelle. Elles utilisent une méthode qualitative, donc à travers des études de cas. L'entretien clinique de recherche était leur principal outil d'évaluation. Et ils recensent seulement 5 études avec une approche systémique et ou utilisant les thérapies cognitivo-comportementales. Et elles ont fait le choix d'une méthodologie quantitative, mais qui porte seulement sur 6 ou 12 participants. Elles leur demandaient de compléter plusieurs questionnaires pour évaluer, entre autres, la dépression, l'anxiété, l'état de stress post-traumatique. Les effets qui ont été observés, globalement, c'est une diminution significative, je reprends les termes des symptômes de l'état de stress post-traumatique, de l'anxiété, de l'alexithymie, de la dépression. Elle prouve également, pour les recherches qualitatives, que les MNA se disent et se sentent plus ouverts, plus confiants, plus stables, moins anxieux et moins déprimés. Dans cette revue, les auteurs concluent finalement qu'il est difficile de déterminer si l'une de ces interventions était meilleure que les autres et qu'il est aussi difficile de connaître la proportion d'amélioration donc des symptômes qui résultent donc de l'intervention ou ceux qui sont dus plutôt, comme on a vu un peu ce matin, à l'alliance thérapeutique. La confrontation de ces différentes études montre qu'il existe finalement très peu de programmes psychothérapeutiques et évalués auprès des MNA. Les études mentionnées sont très hétérogènes, elles varient considérablement en termes de conception, de programme et de mesures. Et donc, elles ne permettent pas forcément aussi de passer outre les écueils de la pratique que j'ai cités précédemment, parce que j'ai pu les retrouver dans toutes les limites des études. En fait. Le recours à l'art-thérapie n'est pas une initiative novatrice auprès de publics migrants. Bien au contraire, de multiples études et projets ont recours dans le cadre de l'accompagnement psychothérapeutique de populations migrantes. Elles ont prouvé l'efficacité de l'art-thérapie dans le traitement des psychopathologies liées au traumatisme, à l'anxiété et à la dépression. Concrètement, c'est surtout finalement ces trois principes. Enfin, j'ai envie de dire, oui, ce qui est globalement étudié, c'est surtout le traumatisme, la dépression, l'anxiété, c'est ce qui revient très régulièrement. Mais pour ce qui est de l'accompagnement finalement du public si particulier des MNA, dont j'ai posé tout le cadre au début de mon intervention, il n'existe à ce jour et à ma connaissance aucune approche standardisée, j'ai envie de dire, ou qui est proposée pour prendre en charge les MNA au-delà des thérapies verbales, une fois qu'ils arrivent finalement en France et qu'ils sont dans les institutions. Pourtant, comme le montrent plusieurs études, telles que Ben et ses collaborateurs, Muller et pareil, d'autres collaborateurs en 2019 et en 2007, les MNA présentent un risque significativement plus élevé de développer une psychopathologie comparée à des adolescents réfugiés qui arrivent finalement avec un membre de leur famille, des immigrants ou encore des adolescents de la population générale, ce que je dis moi plutôt les nationaux sur la terre d'accueil. De plus, en l'absence de soutien parental, donc les MNA ont besoin particulier de liens sociaux et d'accompagnement qui est susceptible de renforcer leur attachement, leur identité et aussi leur résilience. Cependant, les professionnels et les bénévoles qui les prennent en charge ne sont pas autant dépourvus d'esprit d'initiative et le souhait de dépasser tous les écueils que j'ai cités. Et la pratique auprès de ce sujet montre qu'il y a des initiatives qui ont été déployées, notamment dans les pays européens ou même autour de nous. Et elles n'ont pas forcément été recensées dans la première revue de littérature que je vous ai présentée.
Pourquoi? Je ne sais pas trop. Moi, je me pose la question finalement de savoir si, parce qu'elle n'avait pas un cadre scientifique, j'ai envie de dire, rigoureux, qui a été établi. Et donc, du coup, elles ne ressortent pas de par les critères d'inclusion et d'exclusion de la revue de littérature. Elles trouvent néanmoins leur place ici, dans cette présentation, parce que plusieurs études semblent en effet prendre la mesure de l'importance de modifier l'approche narrative qui est classiquement utilisée dans les pays occidentaux pour traiter les psychopathologies des MNA. Et propose aussi, par exemple, le recours à l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, c'est une discipline à l'interface des sciences humaines et une démarche de soins psychothérapeutiques qui utilise des objets médiateurs plus ou moins malléables, par exemple la peinture, l'argile, le bois, ou des actions médiatisées, le fait de coller, de dessiner ou encore de déchirer, ou des situations médiatisées, telles que le théâtre, la danse, le mime, réunissant, donc c'est le plus important, dans une trilogie circulaire, 3 acteurs, à savoir le patient, l'art thérapeute et l'objet, l'action ou la situation médiatisée. Ça, c'est la définition de M. Jean-Luc Sud. Alors, du coup, la première étude qui a retenu notre attention, c'est celle de Demotte en 2017. Elle avait pour objet d'examiner si une intervention en art expressif manuel pouvait atténuer les symptômes du traumatisme et améliorer la satisfaction de vie et finalement l'espoir de vivre des mineurs non accompagnés. Elle portait sur une plus grosse quantité, c'était combien? Oui, 145 mineurs non accompagnés, âgés de 15 à 18 ans, et qui étaient logés depuis, ça, je trouve que c'est important, depuis moins de 3 semaines dans un centre de réfugiés en Norvège. Donc, c'est ce qu'on appelle classiquement des primo-arrivants. L'intervention, elle était dirigée par 2 thérapeutes. Il y avait également des traducteurs pour chaque langue étrangère qui était parlée dans le groupe. Il y a des questionnaires sociodémographiques ainsi que des questionnaires évaluant les événements de vie, les symptômes de l'état de stress post-traumatique, la satisfaction et la qualité de vie qui ont été proposés et remplis du coup par tous les participants, toujours pareil, à l'aide d'un interprète. Les questionnaires ont été proposés avant l'intervention, puis après 6 semaines, 5 mois, 15 mois et 25 mois. Il y a eu 2 sessions de 5 semaines qui ont été proposées, donc les sessions d'art-thérapie, comparé à un groupe contrôle qui ne recevait pas de psychothérapie médiatisée, mais qui avait une thérapie qui était quand même suivie par des psychologues. Les chercheurs ont proposé diverses activités avec une consigne. Elles avaient tout un sens et un objectif qui était défini à l'avance. Donc, au niveau des activités, il y avait le collage, le dessin, la danse, la musique et les marionnettes. Les résultats ont permis de conclure que les MNA participant à ce programme d'art-thérapie ont vu en fait leurs symptômes diminuer. Ça a permis réellement d'améliorer leur satisfaction dans la vie et aussi finalement de contribuer à développer donc, ce qu'ils appellent un espoir pour l'avenir. Cette étude, elle pointe du doigt une orientation qui, je pense, mériterait d'être davantage explorée. La seconde étude que nous avons choisi de présenter, c'est celle de Jacob en 2018, qui propose un atelier qu'on pourrait qualifier d'art-thérapie. Donc, c'était dans un camp de réfugiés à Samos, en Grèce. Cet atelier avait pour but d'aider les MNA à élaborer sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées ou qu'ils rencontraient actuellement. Au niveau des médias qui étaient utilisés, c'était le conte et le dessin, et notamment le fait de dessiner des arbres. Toujours pareil, avec une consigne et un objectif. L'atelier était divisé en plusieurs parties, donc il y avait donc différentes consignes. Et ce qui est important aussi de relever, c'est que dans ces ateliers, le corps était aussi mis en mouvement. Il est difficile de détailler les effets de ce dispositif parce qu'il n'y a pas de méthodologie rigoureuse qui a été vraiment appliquée. Et l'auteur, en fait, il choisit plutôt de nous présenter l'avancée de chaque sujet au fur et à mesure des séances, sur la base de ses observations cliniques. La troisième étude que nous avons choisi de présenter, c'est celle de Gourmelon en 2018, qui expose les effets d'un atelier d'art-thérapie qui a été proposé en complément à l'accompagnement éducatif et psychologique des mineurs non accompagnés. C'était suivi par une équipe de l'association Hors la rue de Montreuil. Alors eux, ils ont fait le choix d'un atelier d'art-thérapie que je qualifie de portable, dans le sens où l'atelier a démarré dehors, au plus près d'eux, dans les squats, pour les amener vers un dedans, un espace plus contenant, plus sécurisant, qui était une salle d'un atelier socio-culturel, pour élaborer à l'aide, pareil, donc, de divers médias. Et là, c'était plutôt le modelage, le dessin, l'écriture, la peinture et de nouveau les marionnettes. L'évaluation de ce dispositif s'est faite par l'art thérapeute. Donc, c'était principalement son observation clinique
donc de la posture, de la gestuelle, des mimiques du regard, qui sont des éléments d'observation qui relèvent en fait le rapport qu'entretient l'enfant, l'adolescent à son corps, à son environnement et à l'autre. L'art thérapeute observe également le mode relationnel de l'enfant, sa capacité à exprimer ses difficultés, à exprimer une demande aussi, et à entrer en lien avec un autre. Pareil, des études de cas sont présentées pour décrire le processus de soins qui est engagé par le sujet. L'indication, concernant maintenant aux indications et aux effets de l'art-thérapie sur les mineurs migrants, je prends de manière générale, pas spécifiquement les mineurs non accompagnés. On voit que l'indication première d'un dispositif d'art-thérapie auprès de mineurs migrants, donc voilà, qu'ils soient accompagnés ou non, serait de permettre la rencontre et de déjà créer un lien. C'est déjà ça. Le cadre thérapeutique de l'atelier favorise aussi un sentiment d'apaisement physique et j'ai envie de dire aussi psychique, qui aiderait les adolescents à réinvestir leur corps. Il permet également de renouer avec leurs émotions. C'est réellement dans les études, c'est ce qui revient le plus souvent, le travail sur les émotions. Et leur offrir aussi la possibilité d'exprimer autrement, de manière non verbale. Et je dis aussi d'exprimer ce qui est parfois indicible. C'est un moyen détourné d'expression pour les sentiments de perte, de solitude et de tristesse qui les habitent aussi. Donc là, c'est une autre étude de Lemouy en 2007, mais qui ne portait pas sur des mineurs non accompagnés. Je fais bien la distinction. Le groupe d'art-thérapie peut les aider aussi à se sentir moins isolés et l'intervention peut jouer un rôle central dans le processus d'acculturation de ces adolescents. L'art-thérapie permet aussi de stimuler l'imaginaire, d'enclencher un processus créatif qui lui-même engendre une dynamique de changement chez les sujets. L'art-thérapie, ça offre aussi un espace de reconstruction, un sentiment de continuité à être, à exister, finalement. Et les accompagne dans un processus de resubjectivation, de subjectivation tout court. Face à des adolescents dans l'errance physique, administrative et psychique, cela permet finalement de rétablir ou de maintenir un lien social et de reconstruire des connexions avec les autres. En se concentrant plutôt sur les ressources et la créativité, par exemple à travers le dessin et le conte. Donc là, c'est plus une étude de Madame Beauregard qui a été menée en 2020, si je me souviens, c'était au Canada, et qui a montré réellement une efficacité. Mais pareil, c'était donc des mineurs qui étaient accompagnés. Et l'art-thérapie permettrait également de renforcer leur capacité de résilience. Les études scientifiques menées sur l'efficacité de l'art-thérapie auprès de MNA, du coup, sont donc très peu nombreuses. Je viens de citer plus des exemples qui ont été menés auprès de populations d'enfants et d'adolescents migrants accompagnés. Cette absence, ça nous questionne. Je me demande si c'est peut-être pas dû à la difficulté à identifier ce public, à obtenir les autorisations nécessaires, dont le consentement pour mener la recherche, aussi à proposer des outils de mesure validés scientifiquement auprès de cette population aussi, ou encore aux difficultés de régularisation administrative qui ne permettent pas de maintenir une cohorte de participants. Je pense alors au refus d'un titre de séjour ou à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Les interventions et dispositifs groupales sont quand même efficaces pour accompagner les MNA. Les dispositifs d'art-thérapie groupale avec des supports qui mobilisent une expérience kinesthésique semblent réellement prometteurs. En effet, les souvenirs traumatiques sont conservés dans le corps et l'art-thérapie, en tant que thérapie orientée vers l'action, peut remédier à l'impuissance ressentie pendant le traumatisme. Quelques perspectives en guise de conclusion. Donc, les flux migratoires internationaux connaissent une croissance régulière. Il y a de plus en plus de mineurs qui s'engagent sur les routes de l'exil. Et il apparaît important de concevoir des programmes d'intervention efficaces pour les accompagner sur le plan psychologique, également à renforcer leur capacité de résilience. C'est pour cela que mes travaux de recherche s'orientent vers l'élaboration et l'évaluation d'un dispositif manualisé de dramathérapie pour la prise en charge psychologique des mineurs non accompagnés. L'objectif de cette étude, c'est vraiment d'utiliser le potentiel thérapeutique du théâtre afin d'accompagner, de soutenir sur le plan psychologique ces sujets qui sont en proie à de multiples traumatismes associés à la migration et aux problématiques liées à la migration et à l'exil. Alors, dans l'idéal, nous imaginons créer 10 séances de dramathérapie pour 6 groupes de 7 participants
de les comparer à un groupe contrôle et pourquoi pas à un groupe de musicothérapie. Les effets cliniques attendus de ce dispositif, ça concerne globalement une amélioration du bien-être et de la qualité de vie de ces adolescents et une diminution de l'état de stress post-traumatique, des symptômes dépressifs et anxieux qui sont associés, puisque c'est ce qui est régulièrement pointé du doigt chez cette population. Notre méthode de recherche repose sur la passation d'échelles et de questionnaires au cours de 3 phases, en pré, et post-dispositif, et essayer aussi 3 mois après la fin de l'intervention. Sur la base d'entretiens cliniques semi-directifs de recherche, donc là pour essayer de recueillir entre autres des informations anamnestiques, mais aussi sur le vécu subjectif des participants durant l'atelier. Donc voilà, il y aura 2 objectifs pour les entretiens cliniques et également des questionnaires et des échelles pour permettre d'évaluer encore des variables qui restent encore à définir, je vous avoue. On pensait au niveau d'anxiété, le vécu de la perte, de la solitude. J'ai aussi envie d'explorer d'autres variables qui sont moins étudiées dans la revue de littérature, à savoir, par exemple, les troubles de l'attachement, voilà, tout ce qui peut relever de cet ordre-là. Les résultats de cette thèse permettront de pallier le manque de dispositifs et de proposer un atelier psychothérapeutique, on va dire original, un peu spécifique, modélisable et je l'espère transmissible, afin d'offrir une fenêtre thérapeutique au sujet et un outil aux professionnels. Merci pour votre attention.